Bonsoir. Nous poursuivons notre recherche sur le paysage mondial de 1997 et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les drogues, leurs dimensions dans le commerce international et dans le domaine de la sécurité. Les drogues ne sont pas du tout des produits illicites comme les autres. Elles ont existé dans toutes les civilisations et à toutes les époques, mais depuis leur interdiction au XXe siècle, leur commerce est devenu une véritable activité criminelle. Alors pour travailler, nous avons pris comme point de départ cet atlas mondial des drogues qui a été préparé par l'Observatoire géopolitique des drogues et qui a fait là une investigation et une cartographie complète, sérieuse et lisible. Je vous donnerai les références tout à l'heure. Nous allons d'abord identifier les principaux lieux de production, puis de consommation, puis les voies d'acheminement des drogues. Et puis la semaine prochaine, nous prendrons 2 études pays pour expliquer comment un pays arrive à survivre grâce au trafic de drogue. Mettons-nous d'accord d'abord sur les mots. Il y a d'abord le cannabis, c'est-à-dire le chanvre indien, la drogue naturelle la plus répandue sur la planète. Elle est cultivée dans près de 120 pays et elle a 2 principaux dérivés. L'herbe de cannabis, qu'on appelle la marijuana, qui est cultivée au Mexique, en Amérique du Sud, sur le continent africain, en Asie du Sud-Est, et puis pour le marché local, aux États-Unis et aux Pays-Bas, où la consommation y est tolérée. Ensuite, la résine de cannabis, qu'on appelle le hashish, qui est produite en Turquie, au Pakistan, Afghanistan, Inde, et puis au Maroc. Sachez que 60% du hash saisi en Europe vient directement du Maroc aujourd'hui. Ensuite, il y a le pavot, dont on extrait l'opium, qui est destiné à la fabrication de la morphine et de l'héroïne. Le pavot est principalement cultivé en Asie, dans le croissant d'or et dans le triangle d'or. Et enfin, la coca, dont on tire la cocaïne. L'exclusivité de la culture de la coca revient aux pays andins, c'est-à-dire Colombie, Pérou, Bolivie, pour des raisons tout simplement climatiques. Pour être précis, sachez que l'exposition des versants orientaux des Andes permet la pousse de feuilles contenant le plus fort taux d'alcaloïdes. Un mot encore, dans cette classification, à ces drogues naturelles s'ajoutent des drogues de synthèse, amphétamines et leurs dérivés comme l'ecstasy ou le LSD, qui sont surtout produites en Europe du Nord, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, en Inde, en Afrique du Sud, et puis maintenant de plus en plus à l'est de l'Europe, c'est-à-dire en Pologne et en République tchèque. Car il faut bien voir que les récentes évolutions politiques ont révélé une autre géographie de la production, c'est-à-dire qui est capable à présent de s'adapter au marché, à la demande. En Russie, comme dans plusieurs pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le chanvre, qui pousse à l'état sauvage, maintenant se présente sur le marché. L'Ukraine, la Biélorussie sont devenus par exemple des producteurs autant de cannabis que de pavot. Car au fond, l'une des constantes du trafic des drogues, c'est son haut degré d'adaptation au changement géopolitique, sa capacité à tirer parti de la décomposition d'un État, voire à devenir l'enjeu ou le moteur même d'un conflit. Nous en reparlerons en détail, concrètement, la semaine prochaine, sur nos outils de pays. Maintenant, après les lieux de production, repérons les principales zones de consommation. Il y a les États-Unis qui sont en tête, suivis de l'Europe occidentale, et depuis 1989, la consommation augmente dans les pays d'Europe de l'Est et en Russie, notamment pour les drogues chères, cocaïne, amphétamine, en l'occurrence parmi les milieux d'affaires. Et puis en Asie, qui est une zone traditionnellement de production et qui est en passe de devenir un débouché pour la consommation d'héroïne et de cocaïne. Japon, Chine, Hong Kong, Vietnam, Thaïlande, et puis de façon très mesurable au Pakistan. Le nombre de consommateurs d'héroïne est estimé à 1,5 million de personnes au Pakistan, pour une population de 130 millions d'habitants, alors que la consommation était inexistante avant 1979, cette date correspondant au début de l'intervention soviétique en Afghanistan. Troisième chaînon à étudier maintenant, les circuits, c'est-à-dire le segment entre la production et la consommation. Évidemment, les routes sont complexes. On trouve des voies commerciales anciennes, mais qui reprennent une fonction d'échange, comme la route de la soie et de l'opium,
la côte de Makran dans le golfe arabo-persique, les routes des caravanes à travers les zones arides. Ces routes sont à l'écart des grands réseaux d'infrastructures comme autoroutes, avions cargo, trains, et sont en définitive plus sûres car elles sont loin de la présence des armées ou des polices. Mais toutes ces routes, traditionnelles ou actuelles, s'appuient sur des pays transit ou de transformation. On va prendre 2 exemples. Regardez cette carte du bassin Caraïbes. Elle montre comment se fait l'acheminement de la cocaïne depuis le pays producteur, la Colombie, vers le pays consommateur, les États-Unis. Ceci par voie terrestre, camions, jeeps, via l'isthme de Panama et le Mexique, par voie maritime, via Haïti, République dominicaine, Porto Rico, qui servent de lieu de stockage, par voie aérienne, par vol régulier, direct ou par largage au Mexique et en Amérique centrale. Et puis il y aurait même des acheminements réalisés par sous-marin. Alors tous les moyens sont bons, évidemment, pour faire sortir la drogue. Pour l'Europe, c'est surtout la Turquie qui est la plaque tournante du trafic d'héroïne. Et là, les routes sont assez significatives. On a une route par le nord, vers l'Allemagne, via la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Pologne. Une route directe via la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, la Suisse. Une route par le sud vers l'Italie, via la Grèce et l'Albanie. Et puis tout récemment, une route par le Caucase, la mer Noire, vers l'Ukraine, la Russie, la Pologne et enfin l'Europe occidentale. Alors plusieurs commentaires sur cette carte. Premièrement, la porosité des frontières, et qu'elles soient Schengen ou non, ça ne change rien à l'affaire. Deuxièmement, la levée du rideau de fer aura permis aux narcotrafiquants de passer des accords avec les réseaux mafieux de l'Est. Et puis enfin, ces accords servent les Albanais du Kosovo en Serbie, qui tirent du trafic d'héroïne de quoi acheter des armes dans l'éventualité d'un conflit ouvert avec les Serbes. On a donc là un complet mélange des genres entre drogue, mafia, résistance armée et même résistance politique. Voilà, ce tableau permet de résumer la mécanique production, circuit, consommation. C'est un tableau général, voire généraliste, car tout évolue avec le temps et la fiabilité est une denrée rare dans ce secteur d'activité. Les narcotrafiquants tirent très bien parti des ruptures et des changements, la paix au Proche-Orient, la guerre dans les Balkans, la fin de l'Empire soviétique et des ouvertures économiques qui suivent et qui aident en définitive à étendre leur trafic. Or, cette faculté d'adaptation est bien plus rapide que les efforts de lutte anti-drogue. Je crois que beaucoup du problème réside dans le niveau de vie économique pour les paysans des pays du Sud qui se disent pourquoi cultiver autre chose alors que la drogue rapporte 10, 20, voire 100 fois plus. Elle apparaît de plus en plus comme une culture alternative aux cultures vivrières, notamment en cas de conflit ou même simplement en cas de crise économique. Alors la semaine prochaine, nous verrons pourquoi la production de drogue continue d'augmenter, comment elle est devenue un véritable enjeu économique, et nous prendrons 2 études pays concrets où se mêlent la simple survie, la petite et la grande politique, et les services spéciaux qui souvent y trouvent bien des avantages.